Bonjour chers apprenants et bienvenue à la plateforme eSchool. Je suis M. Bakwate Giovanni Destin, enseignant de SVTE-HB. Dans le but de renforcer vos capacités et de vous préparer aux examens officiels du Cameroun, nous allons travailler en SVTE-HB au probatoire, baccalauréat et BEPC. Chers apprenants, n'oubliez pas de laisser vos impressions, vos questions, partager et liker. Bienvenue à cette session de correction de l'épreuve de SVTE-HB au probatoire D, session 2022. L'épreuve de SVTE-HB comporte deux grandes parties. La partie A, évaluation des ressources, et la partie B, évaluation des savoirs. Chacune de ces parties est notée sur 20 points. Commençons par la partie A, évaluation des ressources. En grand 1, nous avons l'évaluation des savoirs. Dans l'évaluation des savoirs, nous avons comme exercice 1, il est du type question à choix multiple. Il est dit, chaque série d'affirmations ci-dessous comporte une seule réponse juste. Reproduire le tableau ci-dessous et écrire sur chaque numéro de la question la lettre qui correspond à la réponse exacte. Comme première question, il est dit, les ondes sismiques, petit a, accélèrent leur vitesse de propagation à la rencontre d'un milieu liquide. Or, chers apprenants, lors de la propagation des ondes sismiques, les ondes ralentissent leur vitesse de propagation à la rencontre d'un milieu liquide. D'ailleurs, lorsque nous observons le schéma de la structure interne du globe terrestre, nous constatons que chaque fois que les ondes sismiques rencontrent un milieu liquide, la vitesse baisse. Les ondes P et ondes S, qui sont des ondes de volume, chutent. Donc, la proposition A est fausse. B. Les ondes L ne se propagent que dans des fluides. Or, nous savons tous que les ondes L ne se propagent que dans des milieux solides. En petit c, on dit, les ondes P traversent tout le volume de la Terre. Oui, les ondes P sont des ondes de volume quand elles se déplacent en profondeur de la Terre. En proposition D, nous avons S sont les plus rapides. Les ondes S ne sont pas les plus rapides. Les ondes les plus rapides sont les ondes P. Donc, la bonne réponse est la proposition C. Comme deuxième question, il est dit, les marqueurs majeurs du soi, proposition A, se retrouvent à la surface de toutes les cellules de l'organisme. Non? En petit b, sont des glycoprotéines codées par un gène porté par la paire de chromosomes numéro 6. Les marqueurs majeurs du soi sont des glycoprotéines codées par plusieurs gènes. Nous avons par exemple le gène DP, DQ, DR, B, C, A. Nous voyons déjà, il y en a plusieurs gènes qui codent cette glycoprotéine. Et ces gènes comportent également plusieurs allèles. Donc, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la proposition B parce que il est dit que ces glycoprotéines sont codées par un gène. Or, nous savons que ces glycoprotéines sont codées par plusieurs gènes. Sont représentées par les molécules, en proposition C, sont représentées par des molécules de HLA et des marqueurs ABO. Nous savons que les marqueurs ABO représentent les marqueurs mineurs du soi. Donc, la proposition C n'est pas juste. Comme proposition D, on dit sont toujours identiques chez les jumeaux. Or, nous avons plusieurs types de jumeaux. Nous avons les vrais jumeaux, nous avons les faux jumeaux. Les marqueurs majeurs du soi ne sont pas identiques chez les faux jumeaux, par exemple. Donc, la proposition D n'est pas juste. Et compte tenu de l'absence de l'univocité des propositions, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le QCM numéro 2, car aucune des réponses n'est juste. Passons actuellement au troisième QCM. Il est dit, le dioxygène dégagé par les plantes provient de
A. La synthèse de l'ATP. Pour la synthèse de l'ATP, nous avons besoin de l'ADP et du phosphate inorganique. En petit b, on nous propose la photolyse de l'eau. Petit c, la régénération du transporteur réduit, c'est-à-dire le NADPH2. Et en petit d, la réduction du CO2. Or, nous savons que au cours de la photosynthèse, plus précisément pendant la phase claire, lorsque la chlorophylle reçoit les rayons lumineux, les photons, elle s'excite. Et suite à cette excitation, il y a photolyse de l'eau permettant le dégagement du dioxygène. Donc, le dioxygène dégagé par les plantes provient de la photolyse de l'eau. La proposition B est juste. Passons maintenant au 4e QCM. Il est dit, la séropositivité lors d'une infection par le VIH-Sida, comme proposition A, apparaît 6 mois après la contamination. Proposition B, indique la présence des protéines virales dans le sang. Proposition C, signifie la présence d'anticorps anti-VIH dans le sang. Et enfin, la proposition D, correspond à la présence d'ARN viral dans le sang. Chers apprenants, on a défini la séropositivité comme l'état d'un individu ou d'une personne qui possède les anticorps anti-VIH dans le sang. Si nous nous limitons particulièrement à cette maladie, à cette infection au VIH. Donc, et si par définition nous avons dit la séropositivité lors d'une infection par le VIH correspond à la présence d'anticorps anti-VIH dans le sang, donc la proposition C est la meilleure réponse. Le tableau qui nous avait été demandé, nous pouvons donc compléter ce tableau aisément en choisissant comme question 1 la proposition C. Concernant la question 2, nous ne nous sommes pas prononcés parce que il y avait, compte tenu de l'ambiguïté et de l'équivocité des propositions. En ce qui concerne le 3e QCM, nous avons choisi la proposition B. Et enfin, pour le 4e QCM, nous avons choisi la proposition C. Passons maintenant à l'exercice 2. Il est du type description et explication des mécanismes de fonctionnement. Il est dit, le schéma du document 1 ci-après représente l'ensemble des étapes complémentaires permettant l'échange d'un élément chimique, l'azote, entre les différents compartiments de l'écosystème. Observons attentivement le document. Le document nous présente un ensemble des phénomènes géologiques. Nous voyons par exemple le volcanisme, des phénomènes, nous voyons des lettres comme la lettre A, la lettre B, la lettre C, qui indiquent les différents compartiments dans lesquels les phénomènes proposés par le document peuvent se dérouler. Et nous avons également plusieurs êtres vivants, parmi lesquels les animaux et les végétaux. Bien. Il est dit d'indiquer à partir de ce schéma une forme sous laquelle l'azote peut être retrouvé. Lorsqu'on observe le document, on voit que l'azote peut se retrouver soit sous la forme organique, soit sous la forme minérale. Nous avons donc la forme organique ou la forme minérale. Tu devrais choisir une seule forme. En ce qui concerne la question, la petite question B, on demande de préciser une substance contenant cette dernière. Cher apprenant, si tu as choisi la forme minérale, il faudrait donc
Déterminer les substances dans lesquelles on peut retrouver l'azote sous forme minérale. C'est le cas par exemple du diazote. On peut retrouver l'azote minéral dans le diazote. Nous avons également l'ammoniac. Nous avons également le nitrate, où on peut retrouver l'azote minéral. Concernant la forme organique, on peut retrouver dans les protéines végétales, dans les protéines animales et aussi dans l'humus. Il est dit pour la question petit 2 qu'à partir des lettres A et B, tu dois identifier 2 réservoirs de l'azote dans l'écosystème. Si nous nous souvenons du document qui nous avait été proposé, il y avait les lettres A et les lettres B. Nous pouvons donc dire que la lettre A correspond à l'atmosphère, qui est un réservoir dans lequel on peut retrouver une forme d'azote, surtout la forme minérale. Nous avons également la biosphère, qui est un réservoir dans lequel on peut retrouver l'azote organique. En ce qui concerne la 3e question, il est dit: la transformation des molécules azotées organiques en matière azotée minérale fait intervenir plusieurs processus biologiques distincts. Il t'est demandé de expliquer le processus permettant de passer, en petit a, des transformations des molécules organiques de l'humus en ammoniac. Cher apprenant, tu sais que le processus permettant de passer des molécules organiques de l'humus en ammoniac est appelé ammonisation. L'ammonisation ou l'ammonification. L'ammonisation ou l'ammonification, qui est la transformation des matières organiques azotées de l'humus en ammoniac. Et cette transformation se déroule sous l'action des bactéries ammonifiantes et aussi des moisissures. L'équation simplifiée de ce phénomène est le suivant. Nous avons donc un acide aminé contenant de l'azote avec la formule générale des acides aminés qui va être en contact avec de l'eau. En présence des bactéries ammoniacales ou des moisissures, nous aurons donc la formation d'un acide organique. La formation d'un acide organique ainsi que l'ammoniac. Puis, l'ammoniac sera fixé au sol sous forme de sels ammoniacaux tels que le chlorure de sodium, sous forme de chlorure d'ammonium, selon l'équation. L'ammoniac que nous avons obtenu va être fixé par le chlorure d'hydrogène en présence des moisissures, parce que ces réactions sont toujours catalysées par des micro-organismes. Et nous aurons donc des sels ammoniacaux tels que le chlorure d'ammonium. Le chlorure d'ammonium. À petit b, il est dit: l'explication de la transformation des sels d'ammonium en nitrate est la nitrification. Les sels d'ammonium issus de l'ammonisation sont dans un premier temps oxydés en nitrite par des bactéries nitreuses. C'est le cas des nitrosomonas. C'est la nitrosation ou la nitratation. Ensuite,
les nitrites obtenus subiront une seconde oxydation. Nous avons donc la nitratation. Et cette fois, la nitratation est réalisée par l'action des bactéries nitriques, le genre nitrobactère, qui va permettre de produire des nitrates. Ça veut dire que pour ce processus, tu dois retenir deux types de réactions, la nitritation et la nitratation. Au cours de la nitritation, tu obtiens les nitrites. Et au cours de la nitratation, tu obtiens les nitrates. Selon l'équation, la première étape qui est la nitritation, c'est-à-dire la transformation de l'ammoniac en ion nitrite. Nous avons donc les ions ammonium en présence de l'oxygène et des bactéries vont donner les ions nitreux. Puis l'eau et des protons. Par la suite, ces ions nitreux, c'est-à-dire le nitrite, va subir la nitratation pour donner les nitrates en présence des bactéries nitrates, c'est-à-dire les nitrobactères. Selon l'équation, N, les nitrites en présence de l'oxygène vont donner les nitrates. Et au cours de cette réaction, il va se produire de l'énergie. Passons maintenant au grand 2, qui est l'évaluation des savoir-faire. Cette partie comporte deux exercices. L'exercice 1 consiste à reconstituer l'histoire géologique d'une région. Il est dit, le document 2 ci-dessous représente la coupe géologique d'un ancien bassin sédimentaire d'une région qui a été affectée par plusieurs phénomènes géologiques. Le document 2 ci-dessous présente la coupe géologique d'un ancien bassin sédimentaire d'une région qui a été affectée par plusieurs phénomènes géologiques. Notons bien, plusieurs phénomènes géologiques. Cher apprenant, tu dois donc être capable d'identifier ces phénomènes géologiques. Observons donc attentivement le document présentant les phénomènes géologiques, que tu dois être capable d'identifier ces phénomènes. Nous voyons donc le document avec plusieurs phénomènes géologiques. Par exemple, le volcanisme, que tu peux bien voir. Nous avons la faille. Nous avons le plutonisme, avec formation du pluton granitique. Nous avons le plissement. Regardez comment les structures 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sont plissées. Bien. Voilà quelques phénomènes géologiques que nous observons de manière apparente sur le document. Il est dit d'identifier les événements géologiques antérieurs au pluton granitique. Antérieurs, c'est-à-dire les événements géologiques qui se sont déroulés avant le pluton granitique. C'est pourquoi on a précisé dans la question antérieur, c'est-à-dire avant le pluton granitique. Lorsqu'on observe le document, nous voyons le pluton granitique. Nous voyons donc que la mise en place de ce pluton granitique
retrouve certaines structures géologiques, par exemple le dépôt des couches 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ces couches ont d'abord été déposées, puis ces couches se sont même plissées. Nous avons même eu l'apparition de la faille. Donc, si nous devons donc répondre, les événements géologiques antérieurs au Pluton granitique sont la sédimentation, c'est-à-dire le dépôt des couches de 2 à 8, et ces couches sont appelées les schistes et calcaires. Par la suite, nous avons eu le plissement le plissement a favorisé la déformation souple des couches de 2 à 8. Et enfin, nous avons eu la faille. La faille, c'est écrit taille, mais il s'agit de la faille avec F. C'est une déformation cassante. Concernant la deuxième question, nous allons identifier les événements géologiques postérieurs au Pluton granitique. Postérieur renvoie à après, c'est-à-dire les événements géologiques qui sont venus après le Pluton granitique. Lorsque nous avons observé le document de la coupe géologique, nous avons constaté que les événements postérieurs au Pluton granitique sont le métamorphisme qui s'est mis en place à la suite de la formation du Pluton granitique. Nous avons également eu l'érosion qui a entaillé certaines couches sédimentaires. Nous avons eu la sédimentation ou le dépôt des couches 9, 10 et 11. Et enfin, nous avons eu le volcanisme. Car, selon le principe de recoupement, nous voyons donc que le volcanisme recoupe toute la structure géologique. Et c'est pourquoi, d'après ce principe de recoupement, une structure géologique qui recoupe une autre est plus récente. Et nous constatons donc que le volcanisme recoupe toutes les couches géologiques. Donc, le volcanisme est le dernier événement géologique qui a eu lieu dans cette zone. Concernant la troisième question, il t'a été demandé de reconstituer l'histoire géologique de cette région. Cher apprenant, tu as déjà identifié les événements géologiques antérieurs au Pluton granitique. Tu as également identifié les phénomènes géologiques postérieurs, c'est-à-dire après le Pluton granitique. Maintenant, il suffit de mettre tous ces événements géologiques ensemble en donnant l'ordre d'enchaînement de ces événements. Voilà donc l'ordre d'enchaînement de ces événements. Nous avons eu, permettant la reconstruction de l'histoire géologique de cette région, nous avons eu la sédimentation ou le dépôt des couches de 2 à 8 qui sont des couches de schiste et calcaire. Par la suite, nous avons eu le plissement de ces couches de 2 à 8. Ensuite, nous avons eu la faille ou la déformation tectonique cassante. Par la suite, nous avons eu le plutonisme. Ce plutonisme a été suivi du métamorphisme de contact. Et après ce métamorphisme, nous avons eu l'érosion qui a taillé certaines parties géologiques. Et par la suite, nous avons eu le dépôt ou sédimentation des couches 9, 10 et 11. Et comme dernier phénomène géologique, nous avons eu le volcanisme, caractérisé par des éruptions volcaniques et la mise en place des roches basaltiques. C'est pourquoi sur le document, on a représenté des basaltes, car nous savons tous que
Les basaltes sont des roches sont des roches éruptives, c'est-à-dire des roches qui proviennent d'une éruption volcanique et le refroidissement est rapide. Exercice 2. L'exercice 2 consiste à interpréter les résultats de l'expérience d'Engelmann. L'expérience d'Engelmann a été menée par ces chercheurs en 1894 qui permettait de montrer la capacité des plantes vertes à absorber certaines radiations et ne pas absorber certaines. Et pour réaliser cette expérience, nous allons donc lire ce que le document nous propose. Alors, lisons ensemble. En 1894, Engelmann réalisa la préparation microscopique suivante. Un fragment d'algue verte filamenteuse est placé entre lame et lamelle dans une goutte d'eau contenant des bactéries mobiles fortement aérobies. Les bactéries sont aérobies, c'est-à-dire que nécessitent la présence d'oxygène. Ils utilisent des algues filamenteuses. Et ces algues filamenteuses sont placées dans une goutte d'eau contenant des bactéries mobiles fortement aérobies. Ces bactéries sont appelées Bacterium thermo. Il plaça la préparation sur la platine du microscope et observa en lumière blanche le comportement des bactéries aérobies, c'est-à-dire des bactéries qui se développent en présence de l'oxygène. Par la suite, il intercala entre la lumière blanche et la platine un prisme en verre et observa de nouveau le comportement des bactéries. Le document 1A présente la répartition des bactéries observées au microscope lorsque la préparation est éclairée en lumière solaire normale. Et le document 3B présente la répartition des bactéries lorsque la préparation est éclairée par un spectre de lumière blanche décomposée. Observons attentivement le document. Nous avons le document A qui présente la répartition des bactéries à la lumière solaire normale. Cher apprenant, tu constates que lorsque le filament d'algue est éclairé par la lumière solaire normale, on constate que les bactéries sont réparties de manière uniforme le long du filament d'algue. Regardez les bactéries. La répartition est uniforme. Par contre, regardons comment ces bactéries sont disposées en présence de la lumière blanche décomposée, telle que présente le document B. Nous constatons donc que, en présence de la lumière blanche décomposée, les bactéries sont plus concentrées dans certaines radiations avec des longueurs d'onde de 480 nanomètres. Et dans les radiations de longueur d'onde 690 nanomètres, nous voyons que les bactéries sont plus concentrées dans ces longueurs d'onde. Et le document nous précise que ces longueurs d'onde correspondent aux radiations rouges et aux radiations bleues. Il est donc dit d'interpréter les différences relevées dans le comportement des bactéries sous deux formes d'éclairement dans le but d'établir la relation entre la répartition des bactéries et la quantité de dioxygène. Tu dois donc
établir la relation entre la répartition des bactéries et la quantité de dioxygène. N'oublie pas que les bactéries étaient aérobies, c'est-à-dire avaient besoin de dioxygène pour leur suivi. Nous constatons donc que, en présence de la lumière solaire normale, la répartition est uniforme. La répartition est uniforme le long du filament d'algues. Ce qui suggère donc que le dégagement du dioxygène est homogène tout le long du filament d'algues, raison pour laquelle les bactéries peuvent se placer sur n'importe quelle longueur d'onde en lumière solaire normale. Par contre, en présence de la lumière blanche décomposée, nous constatons un regroupement important. Un regroupement important des bactéries aux longueurs d'onde de 480 et 690 nanomètres. Ceci suggère que des radiations de longueur d'onde 480 et 690 nanomètres ont un dégagement important de dioxygène. C'est pourquoi les bactéries s'accumulent dans ces longueurs d'onde. Pour établir donc la relation, nous pouvons donc dire que l'accumulation des bactéries est donc proportionnelle à la quantité de dioxygène produite par l'algue verte. Comme relation, nous pouvons dire que l'accumulation des bactéries est proportionnelle à la quantité de dioxygène produite par l'algue verte. L'accumulation des bactéries est proportionnelle à la quantité de dioxygène produite par l'algue verte. Ça veut donc dire que plus il y a dégagement du dioxygène, plus les bactéries s'accumulent dans cette longueur d'onde. Concernant la question petit b, il est demandé de conclure quant aux effets des différentes radiations sur le filament d'algues. Nous pouvons dire que les différences relevées dans le comportement des bactéries nous amènent à conclure que les radiations bleues et rouges provoquent une forte production de dioxygène. Les radiations bleues et rouges provoquent une forte production de dioxygène par le filament d'algues vertes, tandis que d'autres radiations produisent très peu, voire pas du tout. Mais nous retenons que certaines radiations, à l'instar des radiations bleues et des radiations rouges, produisent une forte production, provoquent une forte production de dioxygène. En petit 2, il est demandé d'interpréter les différences relevées dans le comportement des bactéries sous ces deux formes d'éclairement dans l'optique. D'établir la relation entre le dégagement du dioxygène et la radiation absorbée. Cher apprenant, pour une fois encore, tu dois établir la relation entre le dégagement du dioxygène et la radiation absorbée. Nous constatons donc que plus il y a un grand dégagement de dioxygène au niveau des radiations les plus absorbées par l'algue verte. Nous constatons donc qu'il y a un grand dégagement de dioxygène au niveau des radiations les plus absorbées par l'algue verte. Et ces radiations sont des radiations rouges et les radiations bleues. Nous pouvons donc dire que le dégagement de dioxygène est donc proportionnel à l'intensité d'absorption de la radiation.
La relation que nous pouvons donc établir est que le dégagement du dioxygène est proportionnel à l'intensité d'absorption de la radiation. À petit b, il est dit de conclure quant à l'efficacité photosynthétique des différentes radiations se posant à la lumière blanche. On peut donc conclure que les radiations les plus absorbées correspondent à un grand dégagement de dioxygène. Et ces radiations sont celles les plus efficaces pour la photosynthèse. De manière simple, les radiations les plus absorbées sont celles où l'on observe un plus grand dégagement de dioxygène. Et ces radiations où il y a un plus grand dégagement de dioxygène sont les radiations les plus efficaces pour la photosynthèse. Parce que au cours de la photosynthèse, il y a production du dioxygène. Ça veut donc dire que plus il y a production du dioxygène, plus la photosynthèse est intense. Passons maintenant à la partie B, qui est l'évaluation des compétences. Cette partie comporte également 2 exercices. Et chaque exercice est noté sur 10 points. Concernant l'exercice 1, la compétence visée est de sensibiliser sur la technique du génie génétique dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques des organismes vivants. La compétence visée est de sensibiliser sur la technique du génie génétique dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques des organismes vivants. Passons maintenant à la situation problème. Nous allons lire ensemble. Des études scientifiques ont montré qu'une population X consommant essentiellement du riz développe une déficience visuelle pouvant conduire à la cécité. Les individus de cette population qui ont consulté un ophtalmologue ont été surpris d'apprendre qu'ils consomment un riz pauvre en vitamine A, alors que les individus de la population Y voisine n'ont pas de problème de cécité, car consomment un riz dont les plants produisent eux-mêmes la vitamine A. Le maire de cette localité organise une campagne de sensibilisation sur les techniques d'amélioration des caractéristiques des plantes à laquelle tu prends part activement. Lisons encore. Des études scientifiques ont montré qu'une population X consommant essentiellement du riz développe une déficience visuelle pouvant conduire à la cécité. Les individus de cette population ont consulté un ophtalmologue et ont été surpris d'apprendre qu'ils consomment un riz pauvre en vitamine A. Qu'ils consomment un riz pauvre en vitamine A. Alors que les individus de la population Y voisine n'ont pas de problème de cécité, car consomment un riz dont les plants produisent eux-mêmes la vitamine A. Le maire de cette localité organise une campagne de sensibilisation sur les techniques d'amélioration des caractéristiques des plantes à laquelle tu prends une part active. Chère population, chers élèves, chers apprenants, le texte est clair. Il présente un ensemble d'éléments que tu dois noter minutieusement. Car ce sont ces éléments qui vont te permettre de rédiger proprement la proposition de solution à la consigne. Bien.
Revoyons le texte. Des études scientifiques ont montré qu'une population X consomme essentiellement du riz. La population consomme essentiellement du riz et développe une déficience visuelle pouvant conduire à la cécité. Les individus de cette population ont consulté un ophtalmologue et ont été surpris d'apprendre qu'ils consomment un riz pauvre en vitamine A, alors que les individus de la population Y voisine n'ont pas de problème de cécité car consomment un riz dont les plants produisent eux-mêmes la vitamine A. Le maire de cette localité organise une campagne de sensibilisation sur la technique d'amélioration des caractéristiques des plantes à laquelle tu prends une part active. Première consigne, il t'est demandé, dans un texte de 8 lignes au maximum, explique à la population X l'intérêt de l'utilisation de la technique du génie génétique dans son contexte. Chers apprenants, voyons ensemble ce qui a été demandé dans la consigne. Un texte de 8 lignes. Tu dois produire un texte de 8 lignes au maximum. Dans ce texte, tu dois expliquer à la population X. Tu dois expliquer à la population X l'intérêt de l'utilisation de la technique du génie génétique. L'intérêt de l'utilisation de la technique du génie génétique. N'oublie pas que nous avons lu ensemble le texte de la situation problème. Bien. Et lorsque nous observons les éléments de la consigne, nous voyons donc que on attend de toi que tu produises un texte de 8 lignes. Et dans ce texte, certains indicateurs sont attendus, parmi lesquels la population cible qui est la population X. Tu dois expliquer l'intérêt de l'utilisation de la technique du génie génétique dans l'amélioration des caractéristiques du riz. Chers apprenants, tu vois donc que la technique du génie génétique réalisée sur des plants du riz va permettre de créer des plants capables de produire un riz enrichi en vitamine A. Parce que les populations de la localité X consomment un riz pauvre en vitamine A. Or, à travers la technique du génie génétique, on va donc rendre les plantes de riz capables de produire désormais la vitamine A. Ça fait que les populations du village X n'auront plus de problème de cécité. Voici un exemple qui t'a été proposé. Chère population X, tenant compte de la récurrence de vos problèmes visuels liés à une carence en vitamine A, l'utilisation de la technique du génie génétique permettrait de transférer à vos plants du riz un gène qui leur confère la capacité de produire du riz enrichi en vitamine A. Ceci permettrait de pallier à la déficience visuelle pouvant conduire à la cécité qui sévit dans votre localité. Merci de m'avoir écouté. Tu vois donc un exemple de production type et que tu dois apprendre à produire des textes selon ce modèle en choisissant ta cible, en indiquant ce qu'il t'a été demandé dans la consigne et en répondant exactement au problème posé, c'est-à-dire ce que le génie génétique devrait permettre de faire. À travers la technique du génie génétique, on devrait améliorer les plants de riz et qui devraient devenir capables de produire du riz enrichi en vitamine A.
Et enfin, tu dois terminer ta consigne par une formule de politesse. Tu dois terminer ta consigne par une formule de politesse. Passons actuellement à la consigne 2. Il a été demandé de, sous forme d'une affiche destinée au public, illustrer les étapes du processus dont l'application améliorera la qualité du riz et par conséquent la santé visuelle des populations. Sous forme, lisons ensemble la consigne et identifions les éléments attendus. Sous forme d'affiche, on attend l'affiche destinée au public. Je dois donc illustrer. On n'a pas dit de décrire, on n'a pas dit d'expliquer, on a dit d'illustrer, c'est-à-dire réaliser des schémas. Et dans ces schémas, on doit voir les étapes du processus du génie génétique, c'est-à-dire dont l'application permettra d'améliorer la qualité du riz. Cher apprenant, tu vois donc qu'il te faut réaliser des dessins dans l'affiche. Et ces dessins doivent présenter les étapes du génie génétique. Voyons un exemple qui a été proposé. Nous voyons donc les plants de riz pauvres en vitamine A. Tu schématises une espèce de plante de riz pauvre en vitamine A et tu schématises. Il y a deux possibilités. Soit tu commences parce que on cherche à améliorer la capacité du riz à produire la vitamine A. Donc, on va donc aller sur la plante qui possède les caractéristiques recherchées. C'est la plante qui a la vitamine A, c'est-à-dire le riz riche en vitamine A. Oui. On prend d'abord le riz, ou bien le riz capable de produire la vitamine A. Dans cette plante de riz produisant la vitamine A, on va extraire le gène qui induit la production de la vitamine A après avoir identifié ce gène. Puis, on doit multiplier ce gène. Une fois ce gène multiplié, on doit introduire ce gène dans une plante dépourvue de vitamine A. Et nous voyons donc que après introduction de ce gène dans les plants de riz pauvres en vitamine A, ces plantes désormais vont être capables de produire la vitamine A. Et c'est ça qu'on appelle donc l'expression du gène chez les plantes. Voilà donc un exemple de schéma que tu devrais illustrer dans la fiche. Et n'oublie pas que chaque affiche comporte un titre. Un titre. Tu mets le titre, tu réalises tes schémas qui présentent les étapes du génie génétique. Passons maintenant à la troisième consigne. Il t'a été demandé de proposer un slogan qui met en exergue deux avantages de l'amélioration des caractéristiques des organismes par la technique du génie génétique. Tu dois produire un slogan. Le slogan est une phrase courte avec une idée expressive. Dans ce slogan,
tu dois mettre en exergue deux avantages de l'amélioration des caractéristiques des organismes par la technique du génie génétique. Pendant tout le cours, tu as vu les avantages du génie génétique. Améliore le rendement, améliore la résistance des plantes, permet de développer des meilleures caractéristiques, permet aux plantes de résister à la sécheresse. Nous avons donc choisi deux meilleures techniques qui seront deux avantages qui seront adaptés au contexte de la situation problème. Voyons donc un exemple de situation, un exemple de slogan. Ensemble, produisons des plantes plus rentables et plus résistantes par la transgénèse. Voyez donc, nous avons dit plus haut que le slogan est une phrase courte avec des idées expressives. Ensemble, produisons des plantes plus rentables. Voilà un avantage du génie génétique. Il y a la rentabilité des plantes. Et plus résistantes. Il y a la résistance des plantes. Donc, voilà un exemple de slogan que tu dois produire. Et c'est sous ce modèle que tu dois t'habituer à produire des slogans, des phrases courtes avec des idées expressives. Passons maintenant à la deuxième consigne, à la deuxième situation, au deuxième exercice de la partie compétence. La compétence ciblée dans cet exercice est lutter contre l'effet de serre. Passons maintenant à la situation problème. Lisons ensemble. En lisant un livre à la bibliothèque, le petit Yann, élève en classe de première littéraire, apprend que la combustion, notamment des énergies fossiles telles que le pétrole, le charbon et gaz utilisés dans certains domaines tels que le transport motorisé, le chauffage, la production électrique, la cimenterie, a un impact sur l'élévation de la température à la surface de la Terre due à l'intensification de l'effet de serre. Confus par cette information, car il sait que sans l'effet de serre, la vie serait impossible sur la Terre. Yann se tourne vers toi pour avoir d'amples explications sur les moyens de lutte contre le renforcement de l'effet de serre. Voyons ensemble puis identifions quelques éléments du texte. Relisons ensemble. En lisant un livre à la bibliothèque, le petit Yann, élève en classe de première littéraire, apprend que la combustion, notamment des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le charbon utilisé dans le transport, a un impact sur l'élévation de la température à la surface de la Terre, dû à l'intensification de l'effet de serre. Dû à l'intensification de l'effet de serre. Confus par cette information, car il sait que sans l'effet de serre, la vie serait impossible sur Terre. Yann se tourne vers toi pour avoir d'amples explications sur les moyens de lutte contre le renforcement de l'effet de serre. Cher apprenant, tu sais que l'intensification de l'effet de serre correspond à l'élévation anormale ou l'intensification anormale de l'effet de serre par les activités humaines, les activités anthropiques. Et tu connais plusieurs activités qui intensifient l'effet de serre. Voyons donc ce qu'on nous demande dans la consigne. Première consigne. Il t'a été demandé, dans un texte de 10 lignes maximum, présente à Yann et à ses camarades les activités à proscrire à l'homme
contribuant à l'intensification de l'effet de serre. Ton texte doit avoir 10 lignes au maximum. Et dans ton texte, tu dois présenter à Yann la cible et à ses camarades. La cible, c'est Yann et ses camarades. Tu dois présenter à Yann et ses camarades les activités à proscrire, c'est-à-dire les activités à interdire à l'homme et qui contribuent à l'intensification de l'effet de serre. Tu connais les activités qui intensifient l'effet de serre. Nous avons les feux de brousse, nous avons le déboisement, nous avons la déforestation, nous avons l'utilisation des combustibles fossiles, nous avons la déforestation, nous avons la chasse abusive, nous avons l'agriculture intensive, nous avons le surpâturage. Plusieurs activités menées par l'homme permettent l'intensification de l'effet de serre. Et on te demande donc, dans un texte de 10 lignes, au maximum, présente à Yann et à ses camarades des activités à proscrire à l'homme, c'est-à-dire des activités qu'il faut interdire et qui contribuent à l'intensification de l'effet de serre. Et nous savons que, comme on a dit plus tôt, l'intensification de l'effet de serre correspond à l'augmentation anormale de l'effet de serre suite aux activités humaines, aux activités anthropiques. Voyons donc ensemble comment tu peux rédiger cette consigne. Mon ami, mon cher Yann, ou cher Yann, cher camarade, parce que ta cible c'est Yann et ses camarades. Cher Yann, l'intensification de l'effet de serre aurait des conséquences néfastes sur la vie sur Terre. En effet, bon nombre d'activités humaines, notamment la déforestation, l'utilisation massive des énergies fossiles, la pratique des feux de brousse, contribuent à l'intensification de l'effet de serre. Il est dès lors important que nous limitons, voire interdisions la pratique de telles activités pour garantir notre survie et celle de la planète. Cher apprenant, tu vois donc un modèle de rédaction d'une consigne. Revoyons ensemble, mon cher Yann, cher camarade qui constitue ta cible. L'intensification de l'effet de serre aurait des conséquences néfastes sur la vie sur Terre. En effet, bon nombre d'activités humaines, notamment la déforestation, l'utilisation massive des énergies fossiles, la pratique des feux de brousse, contribuent à leur intensification. Dès lors, il est important que nous limitions, voire interdisions la pratique de telles activités pour garantir notre survie et celle de la planète. Merci. À la consigne 2, il t'a été demandé, dans un exposé de 12 lignes, explique à Yann et à ses camarades l'importance de l'effet de serre et la nécessité de limiter son intensification. Cher apprenant, tu dois produire l'exposé qui comporte 12 lignes au plus. Dans cet exposé, tu dois expliquer à Yann et à ses camarades l'importance de l'effet de serre et la nécessité de limiter son intensification. Deux volets, l'importance de l'effet de serre et la nécessité de limiter son intensification. Cher apprenant, tu sais que l'effet de serre est un phénomène important pour le maintien de la vie sur Terre. D'ailleurs, sans l'effet de serre, la vie serait impossible, car la température de la Terre serait faible, de moins 18 degrés Celsius. Donc, il est donc nécessaire que nous réduisons
ou limitions l'intensification de l'effet de serre. Voici un exemple de rédaction de cette consigne qui t'a été proposée. Et tu dois apprendre à rédiger selon ce modèle. Cher Yann, la cible toujours. Cher camarade, parce que tu devais rédiger l'exposé à Yann et à ses camarades. L'exposé de ce matin a pour thème l'importance de l'effet de serre et la nécessité de limiter son intensification. C'est la méthodologie de rédaction d'un exposé. Il s'articulera autour de 2 points. Dans un premier temps, nous allons traiter de l'importance de l'effet de serre et le second, la nécessité de limiter son intensification. En effet, l'effet de serre est un phénomène naturel dont l'importance réside dans le fait qu'il permet à la surface de la Terre une température moyenne de 15 degrés Celsius, permettant l'existence de l'eau liquide dans la vie. Par ailleurs, à travers certaines activités, l'homme contribue à son intensification, ce qui provoque le réchauffement du climat, dont les conséquences, notamment les canicules, c'est-à-dire la sécheresse intense, la fonte des glaciers, qui va provoquer des inondations, sont une menace pour la vie, d'où la nécessité de limiter son intensification. Et à la fin, la formule de fin. Je vous remercie pour votre aimable attention. Maintenant, la troisième consigne. Il t'a été demandé de concevoir un slogan dans le cadre de la lutte contre l'intensification de l'effet de serre. Tu dois concevoir un slogan. Nous avons dit qu'un slogan est une phrase courte avec une idée expressive dans le cadre de la lutte contre l'intensification de l'effet de serre. Voyons ensemble un exemple de slogan qui t'a été proposé. Réduire l'utilisation des énergies fossiles, c'est lutter contre l'intensification de l'effet de serre. Tu vois un exemple de slogan avec tous ces éléments. Un autre exemple, disons non à l'intensification de l'effet de serre en pratiquant le reboisement. Chers apprenants, nous sommes arrivés au thème de cette correction du sujet du probatoire D, session 2022 en SVT-HB. Tu dois sensibiliser tes camarades, tu dois laisser des commentaires, tu dois laisser ton impression, tu peux poser tes questions, nous allons répondre. N'oublie pas de partager la vidéo à tes camarades, de liker et de nous laisser des commentaires. Merci pour ton aimable attention.